présentation suivra le plan suivant. Donc, on va prendre une définition très rapide de ce qu'on appelle la NVU, l'unité neurovasculaire. On regardera comment elle se met en place. Et ensuite, je passerai pas mal de temps à survoler les propriétés, les principales caractéristiques des différentes cellules qui rentrent dans la NVU. Je parlerai très peu des neurones. Je m'attarderai surtout sur les cellules, sur les astrocytes, les cellules gliales, les péricytes, les cellules endothéliales. Et on parlera en passant de la membrane basale, mais je pense qu'on n'en aura pas le temps d'en parler beaucoup. Et ensuite, je vous donnerai quelques exemples des fonctions et des dysfonctions de la NVU. Donc, on va prendre une définition assez large, je dirais, de l'unité neurovasculaire. C'est l'ensemble des éléments cellulaires et moléculaires qui régulent l'interface sang parenchyme cérébral. Et donc, si on regarde sur cette représentation schématique d'une revue qui vient de sortir dans Cell, on peut voir à peu près ici tous les constituants de l'unité neurovasculaire, à commencer par l'unité des capillaires, où vont se faire la plupart des échanges sang parenchyme cérébral, avec les spécialisations des cellules endothéliales, la présence des péricytes qui sont sur ces capillaires, mais également la présence des astrocytes, les neurones qui projettent directement sur les vaisseaux. Et vous avez aussi ma cellule favorite, qui est la microglie ici, qui n'est pas directement au contact. Ce qui n'est pas représenté ici, ce sont les macrophages périvasculaires, qui sont des macrophages différents de la microglie et qui, eux aussi, peuvent être au contact des vaisseaux. On peut remonter l'arbre vasculaire. On a les plus gros vaisseaux avec les cellules musculaires lisses. On part dans l'autre sens, on a les veines ici, et je voudrais simplement souligner quelque chose dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, c'est le liquide céphalorachidien et qui va générer le liquide interstitiel qui va baigner toutes ces cellules dans le parenchyme cérébral, qui est également une autre zone d'échange entre le parenchyme cérebral et le monde extérieur, la périphérie, et qui est de plus en plus étudié par notamment les immunologistes qui s'intéressent aux maladies qui touchent le cerveau, parce que c'est à travers le drainage de ce liquide interstitiel par le système du lymphatique que peuvent générer des réactions immunitaires. Le cœur de oui, juste un point quand même. Ici, on est toujours sur une vue assez neurocentrique de l'unité neurovasculaire. Il ne faut pas oublier que des éléments périphériques vont réguler cette unité neurovasculaire. Les leucocytes, évidemment, mais aussi le microbiote intestinal, dont on entend de plus en plus parler pour la mise en place de la barrière, la maturation des microclies, de certains éléments du système nerveux central. L'élément central de l'unité neurovasculaire, bien entendu, c'est la barrière hémato-encéphalique, avec ses spécialisations au niveau des cellules endothéliales, avec un jeu de protéines spécialisées qui font que ces cellules endothéliales ne sont pas les mêmes que celles des vaisseaux des autres parties du corps humain, avec les claudines, les occludines, les protéines d'échafaudage qui vont maintenir ce système de jonction serrée, les jonctions adhérentes, et également une particularité de ces cellules endothéliales qui ont très peu de mécanismes de transcytosis, donc de traversée de la cellule endothéliale par des vésicules qui vont se charger du transfert des informations, des molécules entre la partie luminale et abluminale de la cellule endothéliale. Alors pourquoi sommes-nous passés d'une notion très statique de barrière hémato-encéphalique à une notion plus dynamique de l'unité neurovasculaire? Je pense que c'est venu très naturellement lorsque les gens ont essayé de comprendre quels étaient les déterminants de la barrière hémato-encéphalique et comment cela se mettait-il en place. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été réalisées dans les années 80 qui ont permis de bien comprendre et de voir quels étaient les acteurs de cette barrière hémato-encéphalique et qu'est-ce qui donnait la spécificité de cette barrière assez stricte.
Ces expériences qui ont été faites par Stewart et Wiley dans les années 80, donc ils ont utilisé un système classique d'étude du système embryonnaire. Ils ont utilisé l'embryon de la caille à un stade non vascularisé, qu'ils ont greffé dans un embryon de poulet. Alors ils ont fait des greffes soit du tissu cérébral de la caille dans le cellome, dans ce qui va devenir la cavité abdominale du poulet, soit des greffons qui venaient des parties périphériques de la caille, les somites, qu'ils ont à cette fois mis dans le ventricule cérébral. Donc l'utilité de la caille, c'est qu'on peut reconnaître ces cellules grâce à ces gros nucléoles. Vous en avez quelques exemples ici. Et vous avez ici une image d'un tissu cérébral de caille qui a été placé, alors qu'il n'était pas encore vascularisé dans l'embryon de caille, dans le cellome du poulet, où là, vous voyez qu'il peut être revascularisé avec des cellules qui proviennent bien du poulet, puisque les cellules endothéliales ont des nucléoles de petite taille qu'on peut comparer ici aux cellules endothéliales de la caille. Donc on peut effectivement voir une revascularisation de l'explant cérébral dans le cellome du poulet. Et donc, quand ils ont analysé les propriétés de ces vaisseaux, ils se sont aperçus, si c'est une table directement de leur papier, que les explants cérébraux greffés dans le cellome avaient les attributs de la barrière hémato-encéphalique telle qu'elle existe dans le cerveau de la caille. Et donc, quand vous prenez un cerveau non vascularisé de la caille que vous mettez dans l'abdomen du poulet, il induit la différenciation de vaisseaux de poulet qui viennent de l'abdomen du poulet en des vaisseaux qui ont une barrière hémato-encéphalique tout à fait typique du système cérébral central. Donc les cellules endothéliales des vaisseaux vascularisées dans le greffon ont les caractéristiques du tissu dont le greffon est issu. Et donc ça nous amène directement à comment se met en place la barrière, et on va comprendre quels sont les différents déterminants cellulaires qui vont influencer cette barrière. Ça commence assez tôt chez la souris, au stade embryonnaire E10, E11, par la formation des vaisseaux, je vais vous mettre le timeline à côté, par la formation des vaisseaux, par exemple dans le cortex, où les progéniteurs neuraux vont, via de la signalisation VEGF et Wnt, induire la formation des vaisseaux qui, au départ, sont des vaisseaux qui n'ont pas de barrière hémato-encéphalique et qui, très rapidement, vont acquérir un embryon, j'allais dire, de barrière hémato-encéphalique lorsque les péricytes vont être recrutés au niveau de ces cellules endothéliales et vont induire la formation des premières jonctions adhérentes, puis des jonctions serrées. Les astrocytes viennent après les péricytes dans la formation de cette barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas eux qui sont responsables de l'induction de ces jonctions serrées, des jonctions adhérentes. Ça arrive avant le début de la gliogénèse. Donc vous voyez ici sur le décours temporel que l'angiogénèse et la formation des jonctions serrées et également l'induction des transporteurs spécialisés des cellules endothéliales arrivent avant la gliogénèse et en fait quelque temps après ou de façon concomitante avec l'arrivée des péricytes. Bon, la maturation finale et le maintien, ce qui est une notion aussi très importante, va continuer sous l'influence des mêmes acteurs, à savoir principalement les péricytes et les astrocytes qui vont en permanence maintenir l'intégrité de cette barrière hémato-encéphalique dans le cerveau. Donc si on revient sur les cellules endothéliales de la BHE, vous savez, je pense tous ici, elles ont des propriétés particulières. Le fait d'avoir des jonctions serrées qui sont typiques et qui ne laissent pas passer les molécules solubles dans l'eau, ou très peu, un taux très très faible de trafic vésiculaire entre les deux parois, entre les deux membranes de la cellule endothéliale. À la place, un nombre très important de transporteurs qui vont permettre l'importation dans le cerveau des substrats énergétiques et d'autres composants nécessaires au fonctionnement des neurones et des cellules gliales parenchymateux, du parenchyme cérébral, et également une expression très faible des molécules d'adhésion des leucocytes. Et nous verrons des exemples de ce qui peut se passer lorsque ces molécules sont induites. Donc l'expression de ces propriétés est sous la régulation, on le sait depuis un certain temps,
des cellules du parenchyme cérébral, d'abord les astrocytes, qui par plusieurs voies de signalisation, dont l'ApoE, Sonic H-Dock ou TGF-bêta ou GDNF, vont moduler l'expression de ces protéines des jonctions serrées et également moduler l'expression de chimiokines et de molécules d'adhésion des leucocytes. Les péricytes ont un rôle également là-dedans, dans le maintien, dans la régulation du trafic vésiculaire, mais également dans l'expression des molécules adhérentes, des molécules d'adhésion des leucocytes. Ils vont contribuer avec les cellules endothéliales à la formation et avec les astrocytes à la formation de la lame basale qui entoure les vaisseaux. Et on sait maintenant que plusieurs molécules inflammatoires qui vont apparaître dans de nombreuses pathologies du cerveau sont capables de moduler ces propriétés de la cellule endothéliale. Donc c'est une barrière dynamique qui est hautement régulée et qui se permet un transfert bidirectionnel de signaux ou de cellules même. Et les astrocytes, les péricytes et également la microglie régulent cette perméabilité au sens large du terme. Alors on va prendre maintenant un peu les différents constituants de cette unité neurovasculaire telle que je vous les ai présentées. On va commencer par les astrocytes. Alors les astrocytes ne ressemblent pas du tout aux images que vous pouvez en avoir lorsque vous faites un marquage avec la GFAP. Ce sont des cellules qui ont une morphologie beaucoup plus complexe. La GFAP ne vous révèle que le squelette des astrocytes. Lorsque vous avez un astrocyte qui est véritablement injecté ou qui a une protéine fluorescente qui est à la membrane de ces prolongements, vous voyez quelque chose qui ressemble à ça. Une cellule qui est avec des prolongements qui vont au contact des vaisseaux, sont les pieds astrocytaires, et de l'autre côté, des prolongements très fins, une myriade de prolongements très fins qui, eux, vont au contact des synapses. Donc les astrocytes font le lien direct entre les vaisseaux et les synapses. Vous voyez ici en rouge les prolongements astrocytaires d'une synapse excitatrice où on reconnaît une épine dendritique avec une terminaison présynaptique dans lesquelles de nombreuses vésicules synaptiques sont face à la densité postsynaptique. Autre caractéristique des astrocytes, en tous les cas chez le rongeur, c'est qu'ils ont des domaines morphologiques qui se recouvrent très peu. C'est-à-dire qu'un astrocyte s'occupe d'un territoire dont ne va pas s'occuper son voisin. Et donc c'est une unité fonctionnelle dans laquelle vous allez trouver des synapses et des vaisseaux qui vont être sous le contrôle, la régulation d'un astrocyte. Ils sont connectés par des jonctions communicantes et donc ils peuvent communiquer entre eux. Donc l'information peut se propager d'un astrocyte à l'autre. Je vous ai mis ici la liste des différentes propriétés, des principales propriétés des astrocytes. Ils vont tamponner le potassium extracellulaire, ils vont éliminer les neurotransmetteurs de la fente synaptique, donc ils entretiennent le système pour qu'il puisse continuer à fonctionner lorsque les neurones ont une activité soutenue. Mais ils détectent aussi donc l'activité synaptique par l'expression de plusieurs récepteurs et ils sont capables de moduler cette activité synaptique directement en libérant eux-mêmes des neurotransmetteurs qu'on appelle des gliotransmetteurs. Donc ils vont moduler l'activité neuronale. Bien entendu, leur rôle classique, c'est qu'ils peuvent fournir les substrats énergétiques aux neurones. Ils sont importants probablement dans la régulation du couplage neurovasculaire, on en verra des exemples tout à l'heure. Et ils vont réguler aussi l'activité des péricytes, produire des constituants de la lame basale. Et ils sont en interaction étroite avec la microglie dans la régulation de la réaction inflammatoire qui apparaît dans de très nombreuses pathologies cérébrales. Et donc, ils sont une interface privilégiée entre les synapses présentes dans leur domaine d'influence et les vaisseaux sanguins. On peut voir maintenant ces astrocytes fonctionner in vivo, en temps réel, grâce à des nouveaux outils génétiques et à des nouveaux outils de microscopie. Je vous ai mis ici un exemple d'un travail du labo de Dwight Burgels, où ils ont exprimé une protéine fluorescente qui va rapporter les changements de concentration de calcium sous le contrôle d'une cré-recombinase qui va induire l'expression uniquement dans les astrocytes. Et on peut suivre les fluctuations de la fluorescence de JCAM3, donc ce rapporteur du calcium,
dans le cerveau in vivo. Et ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont entraîné les souris à courir sur un tapis roulant. Les souris étaient équipées avec des fibres optiques ici, et ils ont regardé comment le calcium dans les astrocytes fluctuait en fonction du mouvement. Et vous voyez que quand la souris, en fait, est engagée dans un mouvement actif, elle court sur son tapis roulant, on voit au niveau du cortex cérébral tous ces astrocytes s'allumer. Et donc, ça dénote le fait qu'ils s'activent, et de façon très surprenante, alors que l'animal est en train de faire une activité motrice. Cette image vient du cortex visuel V1. L'activation des astrocytes dans V1 est concomitante, simultanée à l'activation des astrocytes dans le cervelet, et probablement se passe dans tout le cerveau. Et en fait, ce que les auteurs de ce travail ont montré, c'est que cette activation était due à la mise en jeu du système noradrénergique qui est stimulé lorsque l'animal est mis en mouvement, et donc qui va aller en quelque sorte sensibiliser les astrocytes à cette nouvelle tâche pour laquelle il requiert une certaine attention, et qui vont mettre ces astrocytes en état de veille active, si vous voulez. Donc la signalisation calcique permet aux astrocytes d'intégrer l'activité neuronale, et ces niveaux sont modulés localement par l'activité au niveau des synapses que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi par les systèmes ascendants qui déterminent les différents états du cerveau. Deuxième constituant de cette unité neurovasculaire, les péricytes. Donc je vous ai dit, ils jouent un rôle très important dans la formation de la BHE. Ils vont en partie aider la lame basale à se constituer. Ils vont avoir des interactions aussi avec les astrocytes, les péricytes, et ils sont mobilisés dans des réactions immunitaires qui touchent le cerveau. On a là également des outils pour regarder les péricytes en direct lors de leur activation dans le cerveau. Vous avez ici donc, un travail récent qui vient d'être publié où les auteurs ont encore mis une souris, une protéine rapportrice du calcium sous un contrôle permettant l'expression de cette protéine dans les péricytes, ici au niveau des veines, mais qui est exprimée aussi au niveau des cellules musculaires lisses dans les artères. Et je vous ai mis ici les films qui ont été produits à cette occasion. Donc vous voyez ici les capillaires les plus fins avec les péricytes dont on peut suivre l'activité calcique et en même temps on peut suivre les variations du flux. Le plasma sanguin est coloré avec un colorant rouge. Et ce que vous voyez, les petits wagons noirs qui passent, ce sont les hématies qui passent dans les capillaires. Vous voyez ici ce que les auteurs identifient comme des cellules musculaires lisses sur les artérioles. Et il y a un débat actuellement de savoir si, ici, on voit bien des cellules musculaires lisses ou bien des péricytes qui seraient sur ces artérioles, savoir si les péricytes sont effectivement engagés dans la constriction des petits vaisseaux ou si tout le travail est fait par les artérioles. Donc, les péricytes ont un rôle majeur dans le maintien de l'unité neurovasculaire. Ils ont probablement un rôle dans la contraction des petits vaisseaux, et leur contraction et leur mort dans des modèles d'ischémie pourraient être responsables de l'occlusion de vaisseaux, de ces petits vaisseaux qui apparaissent dans ces modèles d'ischémie. Troisième élément important, la microglie, qui donc est constituée en fait de cellules qui sont de vraies cellules immunitaires. Ce sont les macrophages résidents du cerveau qui vont envahir le cerveau pendant le développement embryonnaire. Et pendant très longtemps, on pensait que ces cellules ne faisaient pas grand-chose dans le cerveau en conditions physiologiques. C'est totalement faux. Ces cellules sont très actives en conditions physiologiques. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici sur une vue en microscopie biphotonique d'un animal anesthésié dans ce cas-là. Vous voyez, vous devinez, j'imagine, les petits prolongements qui bougent en permanence. Vous voyez un zoom ici sur ces prolongements et vous voyez que ces cellules passent leur temps à envoyer et à rétracter leurs prolongements. Alors ces films sont accélérés. Ce n'est pas la peine de commencer à vous gratter les cheveux, ça ne bouge pas aussi vite dans votre cerveau. Le mouvement est de l'ordre de quelques microns, 2, 3, 4, 5 microns par minute. Mais ça bouge en permanence, ce sont les mouvements les plus rapides qu'on peut voir à l'intérieur du cerveau. À quoi servent ces mouvements? Alors, on s'est aperçu qu'en fait, pendant ces mouvements, les microglies, les prolongements vont aller au contact des synapses. Et elles vont monitorer et moduler l'activité synaptique de façon un peu différente de ce que peuvent faire les astrocytes.
Dans un papier relativement récent, on a pu montrer que, c'est pas notre labo, c'est le labo de Wen Biaogan, a pu montrer que quand on se débarrassait de toutes les microglies dans le cerveau, chez des animaux qui sont dans une tâche d'apprentissage assez intense, apprentissage moteur, en fait, l'absence de microglies empêche les synapses et les épines dendritiques du cortex cérébral de se former à nouveau, comme elles le font normalement dans un processus normal d'apprentissage. Cette absence est due au fait que quand les microglies ne sont pas là, elles ne peuvent pas libérer le BDNF, qui est un facteur de croissance nécessaire pour l'apparition de ces nouvelles synapses. Donc la microglie au repos est sous l'influence de... Elle n'est jamais au repos, et elle est sous l'influence de nombreux... de l'activité synaptique, elle peut réguler les synapses. Quand une lésion apparaît, quand une rupture de l'homéostasie cérébrale apparaît, ces cellules réagissent extrêmement vite. Elles sont capables ici, en réponse à une lésion d'une dizaine de microns faite avec un laser dans le cerveau d'un animal anesthésié, là on est vraiment in vivo, d'envoyer leur prolongement et d'aller faire une cicatrice presque immédiatement autour de la lésion. Ça se passe, vous avez le temps ici, donc c'est pas si rapide que ça se passe sur l'ordre de plusieurs... elles atteignent la lésion en, disons, quelques dizaines de minutes, et elles vont former une espèce de cicatrice en plusieurs heures. Si la lésion ou si la perturbation se maintient, on va passer d'une cellule qui est ramifiée dans le cerveau normal à une cellule qui peut devenir améboïde. C'est ce qu'on appelle l'activation microgliale. Cette image est trompeuse, il n'y a pas un état de surveillance ou de repos de la microglie. Je vous ai montré qu'elle était en permanence active, donc elle surveille à un état totalement activé. Il existe une multitude d'états activés. En fait, cette cellule est extrêmement plastique, elle va adapter son phénotype en permanence à l'environnement. Et donc, le moindre changement de l'environnement dans le parenchyme peut induire une modification du phénotype de ces cellules. Elle peut, par exemple, phagocyter des cellules sans montrer aucun autre signe d'activation. C'est ce qui se passe dans la neurogénèse, lorsqu'elle va réguler la neurogénèse et l'arrivée des nouveaux des neuroblastes dans l'hippocampe. Donc, autre point, elle est responsable de la réaction inflammatoire. C'est elle qui va piloter la réaction inflammatoire qui va naître dans le cerveau en réponse à certaines perturbations. Et comme les astrocytes, en fait, elle est en contact permanent, en interaction permanente avec les autres composantes de l'unité neurovasculaire. Ce sont les cellules probablement les plus plastiques et les plus dynamiques du cerveau. Bon. Alors à quoi sert tout ça? Donc, j'ai mis quelques exemples. On va commencer par le plus classique, évidemment. C'est le couplage neurovasculaire. J'ai emprunté à Serge Charpak des images de microscopie biphotonique de ce couplage neurovasculaire. Donc toujours la même chose. Vous avez ici, c'est un animal, je pense dans ce cas-là, qui était un animal anesthésié, mais enfin les mêmes images sont obtenues maintenant chez l'animal vigile. Donc les hématies qui passent dans les capillaires, et le flash vert que vous voyez, en fait, reflète l'activité des neurones du bulbe. Lorsqu'on présente une odeur à cet animal. Donc le système olfactif est stimulé par l'apparition d'une odeur, et vous voyez qu'en réponse à cette stimulation, on active les neurones du bulbe olfactif, et après une certaine latence, on voit une augmentation du flux cérébral sanguin. C'est ce qu'on appelle l'hyperémie fonctionnelle, c'est classique. L'activité des neurones va aller déclencher une hyperémie fonctionnelle. De façon assez surprenante, les déterminants exacts de cette hyperémie fonctionnelle sont toujours très discutés dans le domaine. Donc on ne sait pas, enfin on a quelques idées sur quoi elle repose, mais tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui la déclenche exactement. Les astrocytes sont probablement impliqués dans le couplage. Si cette fois-ci on suit à la fois le flux, l'activité calcique dans les neurones ici, l'activité calcique dans les astrocytes et la variation du flux, donc on voit que la réponse neuronale et astrocytaire précède la réponse du flux. Et donc, la cinétique de la réponse dans les astrocytes est compatible avec l'hyperémie fonctionnelle. Des travaux anciens du groupe de Giorgio Carminotto avaient montré, dans un système totalement différent, très artificiel, de tranches de cerveau, qu'effectivement, si on stimulait un astrocyte et un seul astrocyte, on pouvait induire une dilatation des vaisseaux
du cortex ou de l'hippocampe dans ces tranches de cerveau dans lesquelles, encore une fois, le système est artificiel, il n'y a pas de pression, le vaisseau est ouvert, et bon, on est dans un système très particulier. Mais quand on stimule un astrocyte, on peut déclencher une dilatation des vaisseaux. Les choses se compliquent un peu plus quand on s'aperçoit que les astrocytes peuvent aussi contracter les vaisseaux. Donc quand on stimule les astrocytes, ici en microscopie biphotonique, en dégagant du calcium, on peut voir que la réponse calcique dans l'astrocyte est suivie d'une contraction des vaisseaux. Le travail de Bruno Colli, j'ai bien fait de mettre cette diapositive parce que je ne savais pas qu'il était dans la salle, mais il est dans la salle, vous pourrez lui poser toutes les questions, a montré d'autre part que des neurones qui sont dans le cervelet, mais dans le cortex, mais il y en a aussi dans le cervelet, peuvent contacter directement les vaisseaux et peuvent réguler également le diamètre des vaisseaux, donc vont être directement impliqués dans ce couplage neurovasculaire. Donc on a des modèles actuellement, c'est un modèle simplifié, très simplifié de ce que peut être le contrôle vasculaire en mettant en jeu les neurones, la voie du NO, les dérivés de l'acide arachidonique qui sont aussi importants dans la voie qui passe par les astrocytes. Et dans les deux cas, on peut avoir des constrictions et des dilatations des vaisseaux. L'élément qui est très discuté actuellement est de savoir si les péricytes sont un intermédiaire indispensable à cette modulation de la motilité des vaisseaux. Et je vous ai mis une image ici, encore une fois, dans un système totalement artificiel d'une tranche où le groupe de David Atwell a montré que quand on stimulait un seul péricyte au niveau des capillaires, on pouvait induire une contraction de ces péricytes et que cette contraction, en plus, se propageait au niveau de sites, d'autres péricytes, en fait. Et donc, c'est important parce que ça voudrait dire que le signal de départ partirait des capillaires les plus fins et serait capable de remonter dans l'arbre vasculaire où il va déclencher toute la réponse, tout le couplage neurovasculaire. Donc, tous les composants de la NVU vont rentrer dans ce couplage neurovasculaire, sauf la microglie. Mais bon, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses bientôt. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Juste pour vous présenter quelque chose qui est une maladie à laquelle on ne pense pas toujours en termes de perturbation de la barrière et de l'unité neurovasculaire, c'est l'épilepsie. Pour beaucoup, l'épilepsie est une maladie purement neuronale. On sait maintenant qu'elle s'accompagne d'une inflammation importante, qu'il y a des modulations de la barrière hémato-encéphalique dans cette pathologie, qui n'est pas une pathologie, il existe plusieurs formes d'épilepsie qui ont des causes multiples, mais on sait que certains troubles, certaines dysfonctions, un trauma ou des infections ou des maladies monogéniques des vaisseaux peuvent entraîner l'apparition de crises d'épilepsie. On sait aussi, et c'est vrai aussi chez l'homme, puisque ça a été fait pour essayer de traiter des tumeurs, que des chocs hyperosmotiques vont entraîner une ouverture donc, de la barrière et vont s'accompagner de l'apparition de crises d'épilepsie. Dans les modèles murins, il a été montré aussi que dans le modèle pilocarpine, qui est encore une fois un modèle artificiel, l'apparition des crises d'épilepsie et la récurrence de ces crises est due en fait à l'attachement des vaisseaux sur les vaisseaux des leucocytes. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ce modèle, on pense que les cellules endothéliales sont en fait sensibilisées par la pilocarpine qui est injectée en périphérie et vont augmenter l'expression des molécules d'adhésion aux leucocytes. Et l'attachement, le simple attachement de ces molécules, de ces leucocytes, va entraîner l'ouverture de la barrière avec un influx notamment de potassium et d'albumine qui vont déréguler l'activité du réseau neuronal, augmenter l'excitabilité par l'apparition du potassium. L'albumine va être captée au niveau des astrocytes et ça aussi, ça va déréguler l'homéostasie du potassium et également l'homéostasie du glutamate puisque les transporteurs de glutamate vont voir leur expression modulée. Ça va contribuer à augmenter l'excitabilité, à recruter les microglies et d'autres astrocytes qui vont du coup se mettre à libérer des cytokines inflammatoires qui vont elles aussi, en retour, aggraver cette ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Dernier exemple, qui est loin du système nerveux central, qui est un modèle d'inflammation hépatique. Donc c'est un modèle assez sévère, une ligature du canal biliaire, qui ne déclenche pas de cirrhose, mais augmente les cytokines inflammatoires dans le sang, et notamment le TNF-alpha.
Il s'accompagne chez l'animal d'une anorexie, une léthargie, une diminution des interactions sociales. La microglie est impliquée dans cette inflammation, dans les effets centraux de cette inflammation périphérique. Donc ici, vous avez l'activité de neurones qui ont été enregistrés dans l'hippocampe. Vous voyez que dans un animal témoin d'une certaine activité, cette activité est plus basse dans les animaux qui ont subi cette inflammation hépatique. Cette réduction cette augmentation cette réduction de l'activité cérébrale est sous la dépendance de la microglie, puisque quand on utilise l'aminocycline, qui n'est pas une drogue très très propre, mais quelque chose qui va bloquer l'activation microgliale, on compense les effets de la ligature du canal. Donc, c'est vu également ici, où vous voyez que la microglie est activée au niveau central dans ce modèle BDL, et lorsqu'on empêche l'adhésion des leucocytes au niveau des cellules endothéliales en traitant les animaux avec un anticorps anti-P-sélectine, on réduit l'activation des cellules microgliales et on récupère les modifications d'excitabilité qui peuvent être vues au niveau du réseau, et on récupère aussi le comportement social et la motricité qu'on peut voir sur ces animaux. Donc le modèle est le suivant. En fait, l'augmentation du TNF-alpha, je n'ai pas eu le temps de vous montrer, va induire l'activation de son récepteur au niveau des cellules endothéliales, qui va augmenter l'activité de l'expression de la P-sélectine, qui va recruter à la membrane des cellules endothéliales les monocytes, qui vont induire la réaction de l'endothélium, la production de NO, qui va activer la cellule microgliale, qui va être responsable de la diminution d'excitabilité neuronale. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait toujours pas quel est le médiateur ici. Il y a des choses qui n'ont pas été étudiées. L'astrocyte pourrait être ici à l'interface. Les afférences vagales n'ont pas été étudiées, mais je voulais juste vous montrer cet exemple où on part vraiment de la périphérie, on va modifier l'activité centrale en modulant la jonction neuromusculaire. Je crois que je vais aller directement à la conclusion, puisque je suis probablement en retard. Donc, l'idée, c'est que l'unité neurovasculaire est quelque chose de très dynamique, qui repose sur des interactions permanentes entre différents constituants cellulaires. Les éléments de la périphérie régulent aussi cette unité neurovasculaire. Ces études ont été, ces nouvelles notions faites sur les plus récentes sur l'unité neurovasculaire résultent du développement de nouvelles méthodes optiques et de nouveaux modèles génétiques qui permettent d'étudier l'implication de l'unité neurovasculaire dans de nouveaux modèles animaux. Inutile de vous dire, vous avez peut-être remarqué, je ne suis pas médecin, je ne travaille pas sur l'homme, mais je suis totalement réaliste et je m'aperçois que le pas est encore loin pour le passage à l'homme, pour essayer d'arriver à ce niveau de dissection des éléments cellulaires et moléculaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en termes d'imagerie, de nouvelles modalités d'imagerie pour étudier l'homme, pour regarder la fonction de la barrière neurovasculaire. Probablement également la mise en place de nouveaux modèles artificiels de la barrière peuvent aider dans ce sens pour étudier les mécanismes intimes, parce que même si je suis persuadé que le fonctionnement ne va pas être très différent chez le rongeur et chez l'homme, le diable est dans les détails, et on sait que les cellules astrocytaires, par exemple chez l'homme, sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut voir chez les rongeurs, et c'est probablement le cas pour tous les constituants dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de travail à faire, et je pense qu'un dialogue médecin et chercheur sur les modèles peut apporter beaucoup dans ce sens-là. Merci beaucoup.